rien à cacher, donc comme je suis heureux que le lieu soit connu, parce que c'est intéressant de connaître toujours l'histoire. Alors Charles de Foucault en question, né en 1858 en France à Strasbourg. Il est ici, petit garçon avec sa petite sœur, la maman. Les enfants sont très petits quand ils perdent leur père et leur mère. Ils restent avec le grand-père, ça, je double, le grand-père qui est un colonel, donc un militaire. Il a la charge des enfants, il a la charge du garçon Charles, il lui fait faire des études militaires. Donc Charles de Foucault fait l'école militaire française. Il est officier à 20 ans. Il quitte l'armée avant 25 ans, donc une carrière militaire très courte. Il a perdu ses parents, ses grands-parents, quand il a une vingtaine d'années. Il veut être libre. Ils lui ont laissé, c'était une famille relativement riche de Foucault, ils lui ont laissé de quoi vivre. Donc c'est pour ça qu'il quitte l'armée, pour être complètement libre de faire ce qu'il veut. Il veut notamment voyager. Il y a 130 ans. Il y a 130 ans, on ne voyageait pas, même en Europe, comme on voyage aujourd'hui. Donc, lui, quand il a 26 ans, il vient de démissionner, il a démissionné de l'armée depuis 1 an à peu près. Il veut faire un voyage au Maroc. On est en 1883 à peu près. Donc c'est une trentaine d'années avant le protectorat du Maroc, la colonisation du Maroc par les Français. Donc le Maroc est un pays indépendant, très fermé à l'étranger. C'est pas facile d'aller au Maroc. Charles de Foucault, il reste quelque temps à Alger pour apprendre la langue arabe et profiter de son voyage, mais il entre au Maroc par Tanger. Et il reste 10 mois au Maroc. On parle de ce voyage au Maroc parce que c'est très important dans sa vie. À cette époque-là, il a 26 ans, 26-27 ans. Il est incroyant. Il est une famille chrétienne, mais dans sa jeunesse, à la suite de la mort de ses parents, il a connu aussi l'exil de Strasbourg. En 1870, il y a eu la guerre franco-allemande qu'on appelle la guerre de 70 quand on est français. Et l'Alsace est occupée par les Allemands et la famille de Foucault va habiter en Lorraine, à Nancy, pour rester en France. Donc tout ça le traumatise, enfin il perd la foi dans sa jeunesse. Et lui, un croyant, quand il se promène au Maroc pendant 10 mois et qu'il rencontre le monde marocain, il est impressionné par le témoignage de foi que lui donnent les Marocains musulmans. Ça déclenche pour lui un questionnement très fort. Et quand il revient en France, pendant 1 an, il est préoccupé par la question de la foi, la question de Dieu. Et il rencontre à ce moment-là des chrétiens de grande valeur. Un prêtre à Paris, curé de parole de Paris, qui est un homme assez célèbre. Et au bout d'1 an de réflexion, de prière aussi, enfin il retrouve la foi chrétienne d'une façon très forte, il se convertit, si vous voulez, sa vie change complètement, il abandonne sa fortune, et il cherche à entrer dans la vie religieuse. Et au bout d'un certain temps, il avait quel âge? Comment? Eh bien, il a 28 ans. Voilà. Il a 28 ans. Donc c'est en 86, donc il est né en 58, 186. Il a 28 ans et il cherche après, une fois converti, retrouver la foi chrétienne très forte. Il cherche à entrer dans la vie religieuse catholique. Donc, il entre dans un monastère en France, analogue à celui de Médéa, de Tibérine, dont vous avez entendu parler, sans doute. On dit des trappistes, c'est un nom bizarre, c'est pour ça que je fais dans le monde catholique, dans plusieurs pays du monde, il y a des monastères qui s'appellent des trappes, où il y a des moines qui vivent. Il entre dans un monastère en France, il est envoyé dans une filiale qui est en Syrie, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il reste aussi quelques années en Palestine. Il reste 3 années en Palestine, Nazareth. Nazareth, d'après Anne-Jules, c'est en Galilée, l'endroit où Sinaï Jésus a vécu toute sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il parcourt la Galilée en parlant, en prêchant. Et ensuite, donc, on est en 2000, on est en 1900, pardon. En 1900, Charles de Foucault revient en France, passe 1 an en France, termine des études philosophiques et théologiques, enfin, que tous les religieux font, les prêtres aussi. Et en octobre
1900, il vient en Algérie, mais avant d'arriver au Gard, il va passer 4 années, alors regardez ce panneau-là, il va passer 4 années à Beni Abbès. Vous voyez où c'est Beni Abbès? C'est pas Bel Abbès. Oui. Beni Au Abbès, sud de Béchar. au sud de Béchar. Au sud de Béchar, à 200 km au sud de Béchar, au nord d'Adrar. Vous avez la petite ville qui était une toute petite oasis saharienne à cette époque-là. Oui. C'est la maison de Charles de Foucault, là, qui est là-haut, maison de toube, de terre, qui est toujours pareil. Il y a 3 frères de C'est à la sortie de Bni Abbas. Hein? C'est à la sortie de Bni Abbas. À la sortie, vous Vers connaissez? l'ouest. Vous êtes allé? Oui, Oui. vous l'avez visité? Oui. Ouais, non, je n'ai pas besoin de vous expliquer alors. Il y a 3 frères, donc actuellement, il y a longtemps que vous avez visité? L'année passée. L'année passée, oui. Donc, ils étaient 3 à ce moment-là ou non? Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne? Non. Ah, vous n'avez pas visité alors, à l'intérieur. Parce qu'il y a un frère suisse qui est là pas depuis longtemps, depuis 4-5 ans à peu près. Il y a un frère français qui est là depuis 7 ou 8 ans. Et il y a un frère, franco-algérien comme moi, qui est là depuis une quarantaine d'années à peu près. Il y a Mais celui qui est mort la maison, par... sur le plan architecture est telle quelle. Ouais. Là, c'est la maison de Toub, maison saharienne de Toub. Vous disiez là? Il y a celui qui est mort par accident, Hein? il y a quelques années. Il y en a un qui est mort il y a quelques années, Ouais, par qui accident. était resté, oui, assez longtemps. Il rentrait de Béchar en voyage dans la nuit, et le car, je crois, ou le taxi, je sais pas, l'avait laissé à l'embranchement. À l'embranchement, c'est là où il a... Et là, il venait de nuit, il a été bousculé par une voiture, il a été tué sur le coup. Xavier, il s'appelait Xavier. Il était français d'origine, il était, comment dire, de la région de Saint-Étienne, je crois, en France. Oui, j'ai bien connu. Bon, en 1905, Charles de Foucault va aboutir à Tamanrasset. Alors là, il faut faire un petit détail d'histoire qui est important pour comprendre comment il a pu aboutir à Tamanrasset. Sur le plan historique, la colonisation de l'Algérie par la France, ça a commencé en 1830 dans le nord, ça progresse vers le sud. En 1900, le point le plus au sud où il y a une présence française, c'est Insala. Vous êtes venu en avion ou Non, par route. Par la route, On est passé par là. Vous avez passé Insala. Bon. À Insala, vous avez une petite garnison française, pas dégradée, capitaine ou commandant au maximum. Bon. Au sud d'Insala, si vous voulez, dans un rayon de 500 km autour de Tamanrasset, du lieu que vous appelez Tamanrasset, vous avez des Touaregs, des nomades, et en fait, qui sont tous nomades, très dispersés, parce que vous voyez que le pâturage, il est très ténu. Donc, quand il y a des nomades, ils sont pas les uns sur les autres. Bon. Et qui forment plusieurs tribus. Plusieurs tribus qui ont leur spécificité, etc. Mais ils ont quand même, à cette époque-là, rassemblé politiquement autour de, sous l'autorité d'un chef, qu'on n'appelle pas roi, Malek, sultan, raïs, enfin tous les termes qu'on peut employer, mais dans la langue des Touaregs, qu'on appelle la Tamak, dans la langue des Touaregs, donc le chef s'appelle Aminokal. L'Aminokal. L'Aminokal qui est en place au début du XXe siècle, en 1902-1903, s'appelle Moussa, fils d'Amastan, Moussa Gamastan. On dit Moussa Ag, c'est Ben. Moussa Gamastan est en place en 1902-1903. C'est le personnage qui est là. Hein. Donc, c'est un personnage historique dans la mesure où c'est le premier des chefs Touaregs qui prend l'option politique d'aller parler avec les Français. Jusqu'à cette époque-là, toute incursion européenne, pas simplement française, dans le pays des Touaregs, ça se passe mal, c'est repoussé, c'est massacré, c'est empoisonné, etc. Bon, Moussa Gamastan cherche un peu à se mettre en place aussi. Il n'est pas accepté, si vous voulez, par tous
par toutes les tribus, peu importe. Mais ce qu'il veut, c'est que le pays soit calme. Dans le monde nomade, hein, c'est important que les gens puissent circuler parce qu'ils sont obligés de se déplacer pour aller de pâturage aux endroits où il y a des pâturages ou quitter les endroits où il n'y en a pas, etc. Ils sont aussi obligés de circuler pour faire du commerce. Quand ils n'ont rien à manger, ils sont bien obligés de commercer et tout pour vivre. Non. Et donc il va en janvier, février 1904, fin janvier, début février 1904, Moussa va parler avec les Français qui sont à Insara. À partir de ce moment-là, si vous voulez, le monde touareg qui est sous son autorité entre dans l'Algérie de l'époque, qui est sous administration coloniale française. Bon. C'est important de savoir, ça je fais une parenthèse, mais c'est important pour vous de comprendre les choses actuelles. Au sud du Hogar, vous avez aussi des Touaregs, mais qui appartiennent à une autre colonie française, qu'on appelait le Soudan français, et qui faisait partie d'un ensemble beaucoup plus grand qu'on appelait, à l'époque coloniale, l'Afrique occidentale française, dont le gouverneur était au Sénégal. Au moment des indépendances, seuls les Touaregs qui sont... Donc il y a des Touaregs dans ce qu'on appelle le Soudan français, qui était au nord de l'Afrique occidentale française. Au moment des indépendances, seuls les Touaregs qui sont dans le Hogar, qui fait partie de l'Algérie, sont algériens. Se retrouvent algériens, automatiquement. Les Touaregs qui sont dans ce qu'on appelle le Soudan français sont rattachés au Mali et au Niger. Et c'est pas du tout pareil pour des Touaregs d'être maliens, nigériens, que d'être algériens. Maliens, nigériens, ils sont rattachés à des peuples africains chez lesquels auparavant, aux époques coloniales, eux, les Blancs, ils étaient les seigneurs. Et les Africains, les Noirs, étaient leurs serviteurs, leurs esclaves même. Maintenant, il y a ces Africains qui commandent. Donc, ils sont une minorité depuis l'indépendance. Il y a des problèmes au Mali et au Niger, parce qu'ils sont des minorités mal intégrées dans des peuples par rapport à ceux qui leur commandent, si vous voulez. Quand vous avez une minorité de gens importants, une minorité assez importante, de gens intelligents, qui ont de la valeur, qui est mal intégrée, vous avez des problèmes, les gens cherchent à vivre comme ils peuvent, donc trabaldo, la drogue, le terrorisme, etc. Et donc, depuis quelques années, le problème beaucoup étaient partis travailler en Libye. Les premiers temps, il y a 40 ans, quand ils étaient partis en Libye, ils travaillaient dans les jardins au sud de la Libye, où ils avaient des gens qui parlaient leur langue, des berbères, qui parlaient leur langue, et qui ont une langue analogue à peu près. Et peu à peu, ils sont montés dans le nord, ils ont été intégrés dans l'armée. Et au moment de la chute de Kadhafi, ils sont revenus riches avec des armes, etc. D'où les problèmes qu'on a au Mali, au Niger. Ça, c'était une parenthèse. Ouais. C'est important pour comprendre certaines choses d'aujourd'hui. Enfin, si vous êtes au courant de ces nouvelles. Bon, quand il y a un lien entre Moussa et les Français qui sont à Insala sont des militaires. Certains ont connu Charles de Foucault, ont entendu parler de lui 20 ans avant dans les écoles militaires françaises. Ils sont impressionnés, ils ont connu un officier riche qui faisait des fêtes, etc., et qui maintenant est père, vit pauvrement à Beni Abbès au milieu de la population. Ils l'invitent à faire un voyage dans le Hogar, d'abord à Insala et au Hogar. Et en mai 1905, il y a une rencontre entre Moussa et le père de Foucault, à proximité de Tamanrasset, je crois, et les hommes sympathisent du fait que Charles de Foucault, dans les voyages qui sont à pied, en chameau, etc., il a le temps de s'initier à la langue des Touaregs, il sait l'arabe depuis longtemps, mais il a le temps dans les voyages où on voyage avec des gens qui savent les deux langues, l'arabe et puis la langue touareg. Quand il rencontre Moussa, il parle assez couramment, au moins enfin, pour des choses simples, avec Moussa, et Moussa aussi, parce qu'avec les Français, c'est Terjem, c'est interprète. Et c'est Moussa qui est le premier à avoir parlé avec les Français, il est le premier des chefs touaregs à permettre à un Français, à un chrétien, un père,
de s'installer dans le Gard. C'est lui qui lui dit, si tu envisages de vivre dans le Gard, c'est à Tamanrasset qu'il faut habiter. Lui, il est nomade, à proximité de Tamanrasset, à 50 km au nord en général, de Tam. Il a repéré Tamanrasset comme un endroit où on peut faire des jardins, où il y a des jardins d'ailleurs à cette époque-là, qui appartiennent aux Touaregs. Et lui, il a l'intention de construire, de faire construire un palais, enfin disons une maison, un château, à Tam, le reste des murs. Donc Charles de Foucauld accepte et s'installe à Tamanrasset en août 1905. À cette époque-là, il y a des jardins à Tam qui appartiennent aux Touaregs. Les Touaregs sont nomades, ne connaissent pas la culture, sont obligés de faire venir des ouvriers agricoles qui viennent d'Itzala, d'Aoulef, de ces coins-là, hein, pour cultiver les jardins. Ils travaillent au 5e de la récolte, on les appelle des Hamas en arabe. Il y a 42 jardiniers, je crois, à Tamanrasset, en 1905, quand Charles de Foucauld s'y installe. Tous les jardins sont de ce côté de l'ouest, du côté où vous arrivez quand vous entrez dans Tam, venant d'aérodrome ou venant de la route. Et Charles de Foucauld est la première maison du quartier qui est de l'autre côté de l'ouest, qu'on appelle Gotham. Vous êtes à Tam depuis quelque temps? Non, vous avez 3 jours. Oui, 3 jours. C'est la maison à côté de la daïra, enfin, de la mairie. C'est l'endroit où il est mort. Oui. À côté entre la mairie et la maison du Wali, il y a ce bâtiment qui est un monument historique, c'est là où il est mort. Oui. Il y habitait que 3 mois à la fin de sa vie, c'est là qu'il a été tué. Et par contre, alors lui, quand il vit pendant 11 ans, de l'autre côté de l'Oued, vous avez traversé l'Oued? Oui, pour venir ici. Vous avez traversé l'Oued à 11 km de Tamanrasset et vous l'avez retrouvé ici. Oui. Mais non, dans Tamanrasset, quand vous descendez... On a traversé. On a pris la route d'Ingezam, c'est pour ça que je vous dis... C'est ça. Si vous prenez la route, si vous allez au Niger, vers Ingezam, vous traversez, et descendant de la mairie, enfin du coin de la mairie ou de la maison du Wali, là il y a une descente, et vous traversez l'Oued, vous entrez tout de suite, si vous allez à droite, ayant traversé l'Oued, dans le quartier qu'on appelle Goethel, l'Oued, de l'autre côté de l'Oued, où vous passez devant un grand marché qu'on appelle la Séar, et 150 mètres plus loin, vous apercevez, dans la deuxième rue que vous croisez, cette maison qui est en bas là, qui est toujours telle qu'elle. C'est la maison de Charles de Foucauld, mais telle qu'elle était à la fin de sa vie, elle est toujours telle qu'elle. Et simplement, la carte est vieille, c'est entouré d'un petit mur avec des croisillons qui permettent de voir. Et ici, vous avez une impasse là, et dans cette impasse de 20 mètres au maximum, sur la droite, vous avez une porte bleue où il y a une communauté de sœurs chrétiennes qui habitent là, qui peuvent vous faire visiter cette maison. Construire une maison à Tamanrasset il y a 100 ans, c'est pas un problème de faire un mur. Partout dans le monde, vous pouvez faire un mur, il suffit de prendre de la terre et des pierres, le mur monte. Hein. Bon, par contre, la toiture, c'est toujours un gros problème. Dans un pays où il n'y a pas de forêt, où il n'y avait pas de machin métallique à cette époque-là et tout, trouver des rechpas, des branches d'arbres qui ont 3 mètres, qui sont droits sur 3 mètres, c'est une prouesse. Et si vous avez 3 mètres et que ça porte sur le mur, donc à l'intérieur, la maison de Charles de Foucauld n'a pas 3 mètres à l'extérieur. Donc à l'intérieur, vous avez 1,80 m, je crois à peu près. Mais elle est toute en longueur. Donc Charles de Foucauld s'installe là en 1905, en août 1905. Quand il voit que le monde touareg est musulman, profondément, paisiblement musulman, il dit tout de suite qu'ils respectent leur foi musulmane, il s'intéresse à leur monde culturel, si vous voulez. La première chose de la culture, qui permet de comprendre les gens, si vous voulez, de les connaître en profondeur, la première chose de la culture, c'est la langue. Il sait parler couramment la langue, enfin le courant plutôt, le quotidien. Mais il voit qu'il n'y a aucun livre sur la langue, il s'intéresse à la langue et peu à peu il fait des travaux. Il se lance à faire des travaux sur la langue des Touaregs. Au début, il récolte les noms de lieux, les noms de plantes, etc. Puis peu à peu, il fait des ouvrages plus systématiques. Et au bout d'un certain temps, il se lance dans un ouvrage colossal
qui est le dictionnaire touareg français, les 4 volumes, 7 années de travail, 2000 pages. Voilà, c'est un ouvrage. Attendez, je ne pas vous... les mots sont groupés autour des racines dont sont dérivés les mots, comme dans le dictionnaire d'arabe littéraire, qui sont écrites avec l'écriture des langues berbères, que les Touaregs sont les seuls à avoir gardées. Les langues berbères, hein, vous savez, kabyle, chaouia, mzabite, langue touareg, etc., Chlor, Maroc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Tismar. Ça, c'est le livre original. Charles de Foucault, quand il est mort, il a fini son manuscrit. Il s'agit de l'éditer. Éditer un livre pareil, ça a été fait 30 ans après la mort de 35 ans après la mort de Charles de Foucault. Charles de Foucault mort en 16, c'est édité ça en 51, sous forme de photocopie. Donc c'est un exemplaire de la première édition. Ouais. Cette première édition, j'habitais à Alger, moi de 55 à 72, on le trouvait à Alger à cette époque-là, à Dar el Koutoub, c'est une grande librairie d'Alger. On ne le trouvait plus à partir des années 70. On le trouvait qu'à Paris, au début, dans 2 ou 3 librairies, à la fin du siècle, dans une seule librairie de Paris. Et c'était épuisé en 2000 à peu près, cette première édition. Et une deuxième édition analogue, c'est-à-dire sous forme de photocopie, a été refaite en 2005, fin 2005. J'ai passé à Paris début 2006 et j'ai vu un exemplaire de la deuxième édition. Je pense qu'elle existe encore, à moins qu'elle soit épuisée. De toute façon, vous le trouvez sur Internet, je pense. C'est plus qu'un dictionnaire, hein. C'est pas un mot. C'est beaucoup de renseignements sur littéraires, descriptifs, sur la vie des Touaregs. Les gens qui aujourd'hui écrivent des bouquins sur les Touaregs. C'est une référence. Sur l'histoire des Touaregs, regarde ce qui a pu être raconté sur telle ou telle chose, tel ou tel mot, ce qui évoque tel ou tel mot. Pour faire un travail comme ça, il est obligé, il ne peut pas l'inventer, donc il est obligé d'accaparer certainement, quand il a des visites, de poser beaucoup de questions. Or, quand il est à Tamanrasset, à Tamanrasset, les gens qui habitent à Tamanrasset sont des jardiniers qui ne sont pas des Touaregs. Donc c'est pas eux qui le renseignent. Par contre, les propriétaires des jardins, les Touaregs, c'est une tribu qui va de Tamanrasset à Skrem, le village d'Irafok, ils sont propriétaires des jardins. Quand ils passent à Tam, Charles de Foucault, je les rencontrer, de les accaparer pour leur poser des questions, mais c'est des gens pressés. Et il n'arrive pas à... Donc il se dit, il faut habiter ailleurs qu'à Tam pour rencontrer davantage le monde touareg. Il est observateur sur le plan météo. Il s'aperçoit que dans le massif montagneux volcanique qu'on appelle l'Atakor, on est ici sur 25 km à la ronde dans ce qu'on appelle l'Atakor, c'est le massif volcanique montagneux du Hogar. Et comme je vous l'ai dit, il pleut 120 mm. À Tamanrasset, la moyenne, à la même époque, c'est 50 mm. Donc il pleut 2 fois et demi plus ici que vers Tam. C'est pas vrai chaque année, mais enfin, donc, il se dit il faut habiter dans l'Atakor. Et alors, on lui signale qu'il y a une montagne, un plateau, on ne dit pas que c'est un plateau, une montagne qui s'appelle la Skrem, d'où on a une belle vue. Et il vient faire un tour ici, et il vient par une journée un peu comme aujourd'hui, mais à un temps plus chaud, en été, sans doute, une saison. Et il est émerveillé par la beauté des lieux, la beauté des lieux dans une vie religieuse, spirituelle, je veux dire, quelle que soit la religion auquel on appartient, ça aide à vivre, je veux dire, ça fait penser à Dieu, créateur et tout. Hein, donc, il se dit, c'est là qu'il faut habiter. C'est là qu'il faut habiter. Donc il fait le projet de faire construire une maison ici. C'est l'origine de sa venue ici. Oui. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il peut faire froid ici. Et donc il fait construire en 1910. La maison est telle qu'elle sur le plan architecture, mais les fenêtres ne sont pas fermées.
Et en hiver, le vent vient du nord, souvent. Il est très froid quand il vient du nord et il peut être très violent. Donc il arrive ici en juillet et en décembre, milieu décembre, il fait ici des températures très froides et il ne peut pas rester. Donc il redescend à Tam en pensant remonter plus tard, mais il n'a pas eu l'occasion de remonter plus tard. Voilà. Donc une Pacifique 5 mois. Mais c'est l'origine, si vous voulez, le point de départ. Du lieu qui a été désigné à l'histoire. Ouais. Je vous remercie. National, si vous voulez. Enfin en France d'abord, mais ensuite international. Et donc, parce qu'il a inauguré une façon de vivre assez originale de la part d'un père, d'un prêtre, à savoir de vivre dans une population non chrétienne, sans chercher à convertir les gens, mais en cherchant à avoir des relations de connaissances réciproques, d'amitié, de rencontres, et puis aussi en se consacrant évidemment à un travail culturel considérable aussi. Donc ça a donné lieu ensuite à des fondations dans le monde chrétien, catholique, de communautés religieuses dont le but était de vivre comme il a vécu. Et alors notre communauté a été fondée en 1933 en Algérie. C'était dans la wilaya d'Al Boyod, à El Abiod Sibchir. Donc vous êtes il y a 500 km au sud de Tlemcen, à peu près, enfin un peu plus à l'est quand même. 400 et quelques. Notre communauté donc, elle est fondée en 1933. Les petites sœurs de Jésus, nous ces petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus ont été fondées en 1939 à Tougourt. Et puis, donc ces communautés ont grandi peu à peu. À partir de 50, 51, des frères et des sœurs arrivent à Tam, à Tamanrasset, attirés par le fait que Charles de Foucault y a vécu, que c'est là qu'il faut peut-être retourner, enfin vivre. Et en 1955, en janvier 1955, deux frères s'installent ici. Le premier qui était arrivé à Tamar en 51 s'est intéressé, a fait restaurer l'ermitage qui était en ruine en partie en 54, fin 54, et en 55 il vient habiter ici, où il va rester d'ailleurs 35 ans ici, ce frère-là. Il vient avec un frère très jeune, qui est toujours à Tam, qui lui a passé que quelques années ici, mais depuis 60, depuis à peu près l'année 60, enfin, avec 4 ou 5 ans de présence ici, mais depuis l'année 60 jusqu'à maintenant, il est à Tamanrasset. Et ce frère-là, vous pouvez le voir à Tam, c'est le temps, il s'appelle Antoine, c'est lui qui est devenu l'historien même de Charles de Foucault, et un peu l'historien du Hogar, parce que 60 ans de présence ici. Il a connu des gens qui avaient connu Charles de Foucault, donc il a connu beaucoup de gens, il connaît encore des gens qui sont des descendants de gens ayant connu Charles de Foucault. Voilà, alors depuis 1955, il y a une présence de frères ici, et vous avez une dizaine de communautés dans l'ensemble de l'Algérie. Donc moi je suis entré dans cette communauté, je suis français d'origine, je suis entré dans cette communauté étant prêtre dans la région lyonnaise à Lyon en 54, il y a 60 ans. J'ai passé un an à El Abiod Sibchir, dans le sud oranais, et après j'ai passé 17 ans à Alger. Donc l'époque de la révolution algérienne et puis les 10 premières années de l'indépendance. Depuis 1972, je suis ici. Ouais. Avec moi actuellement, il y a deux frères. Il y a un frère qui est là depuis une douzaine d'années, qui est espagnol, catalan, qui est en Algérie, qui est venu en Algérie après le drame de Tibérine, un peu au moment où il y a eu un projet de restauration de cette abbaye de Tibérine. Donc ça n'a pas pu se faire. Et après avoir passé 3 ans d'attente à Alger, il est venu ici. Et puis il y a un frère polonais beaucoup plus jeune qui est là depuis 7 ans. Voilà. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Édouard. Édouard. Je vous remercie.